Il faut dire que je suis journaliste béninois. Je suis formateur. Je forme les journalistes sur tout ce qui est qu'on appelle technique et outils modernes du journalisme. Alors, qui dit technique et outils modernes du journalisme parle de tout ce qui est technique au sein, parle de l'utilisation de l'IA dans les médias, parle du data journalisme, on parle de fact-checking. Donc, du coup, je suis formateur sur toutes ces thématiques et je suis aussi éditeur d'enquêtes journalistiques. Au sein de la Cenozo, je m'occupe enfin, je fais de la gestion des projets, mais en même temps aussi, je fais de l'édition d'enquêtes. Et donc, du coup, voilà, ça me permet de travailler avec les journalistes sur tout ce qui est contenu de production, d'enquête et tout. Les outils numériques dont les journalistes ont besoin pour faire du fact-checking. Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs outils. Il y a plusieurs outils qui partent de la simple vérification des images, donc les outils de recherche par image inversée, et aux outils de détection des deepfakes. Voilà. Alors, il faut dire que pour faire de la recherche par image inversée, d'abord, on peut utiliser Google Lens. On peut utiliser d'autres outils comme par exemple Google comment ils appellent ça? Search by Image ou bien Image Sherlock. Ce sont des applications qui permettent de faire de la recherche par image inversée. Il y a aussi InVid, qui est aussi un outil qui est très utilisé dans les navigateurs pour pouvoir lancer une recherche par image inversée directement à partir d'un site Internet. Donc, on n'est pas obligé de télécharger forcément l'image avant de lancer la recherche par image inversée. Alors, l'autre outil aussi qui est très important quand on fait de la vérification aussi, c'est l'outil qui permet de vérifier si un fichier audio a été manipulé. Donc, il y a l'outil qui s'appelle PEC, qui est un outil, qui est un logiciel en fait, qu'on peut télécharger et installer sur sa machine pour pouvoir vérifier si une image, un fichier audio a été manipulé. Et donc, l'outil permet de détecter si le fichier audio a été manipulé et de savoir où exactement le fichier audio a été manipulé. Il y a aussi un outil qui s'appelle PhotoForensics qui permet de savoir si une image a été modifiée. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, avec tous les logiciels de traitement d'images que nous avons, on peut prendre par exemple une image dans un autre contexte, photoshopper ou bien changer le visage de quelqu'un sur une image. Et donc, il y a un outil qui permet de détecter ça, qui s'appelle PhotoForensics. Donc là, ça permet de savoir si une image vraiment a été manipulée et de savoir exactement à quel niveau l'image a été retouchée et tout. Alors, les autres outils qui sont aussi très importants aussi, c'est les outils pour détecter les deepfakes. Alors, les deepfakes, ce sont toutes ces fausses informations qui sont produites à l'aide des outils d'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, il y a plein d'autres outils qui permettent en fait de contrer ces deepfakes. Donc, notamment, nous avons Reality et Reality Defender. Nous avons aussi Sensity, qui sont des outils qui permettent de détecter les deepfakes. Alors, il faut dire que la première étape d'une vérification, pour la vérification d'une information, c'est d'abord recourir aux sources primaires. Alors, si par exemple quelqu'un publie une fausse vidéo, pour dire par exemple qu'il y a une manifestation qui se déroule dans telle localité, je pense que la première étape de la vérification, c'est de chercher des témoins qui sont sur place. C'est de chercher des gens qui sont sur place. Si par exemple, d'abord sur la vidéo, il faut qu'on analyse la vidéo pour identifier des points de repère. Et sur ces points de repère nous permettent d'identifier des sources primaires. Et c'est à partir de ces sources primaires, on fait une première vérification sur le terrain. Et c'est lorsque on n'arrive pas à faire une vérification à partir des sources primaires qu'on peut maintenant utiliser des outils numériques pour pouvoir vérifier, voir si l'image a été déjà publiée, si oui, depuis quand l'image existe déjà, etc., etc. Aujourd'hui, avec les deepfakes, en fait, c'est toujours important aussi de combiner les méthodes traditionnelles de détection des fake news avec les outils numériques. Alors, je pense que moi, j'ai l'habitude, je le dis, la meilleure arme face aux deepfakes, c'est d'abord l'intelligence humaine. Parce que quand vous regardez très bien les vidéos de deepfakes, la vidéo en elle-même comporte déjà des indices qui permettent de savoir si c'est un deepfake. Et donc, du coup, il faut d'abord l'esprit critique du journaliste pour pouvoir détecter si cette vidéo a été produite par l'intelligence artificielle. Maintenant, si l'esprit critique du journaliste n'arrive vraiment pas à détecter, maintenant, on peut faire recours aux outils numériques comme les Reality Defender, comme les Sensity, pour pouvoir checker, pour pouvoir, qu'on appelle, vérifier
si qu'on appelle la vidéo ou bien l'image en question a été produite par l'intelligence artificielle. Alors, je pense que les défis liés à l'accès à l'information ne sont pas forcément liés à notre contexte. Je pense que c'est partout. Partout, il y a une sorte de restriction d'accès aux sources d'information. L'information publique aujourd'hui est de moins en moins disponible. Ce n'est pas seulement une réalité des pays de l'Afrique, encore moins des pays de l'AES. C'est une réalité c'est vrai, c'est mitigé. Hein, on peut l'analyser différemment dans certains pays, mais il faut dire que de façon globale, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, les gouvernements ou bien, comment on appelle, les structures publiques donnent de moins en moins accès à l'information publique aux journalistes. Et dans notre contexte, c'est beaucoup plus difficile avec, comment on appelle, les régimes que nous avons en place, des régimes qui sont quand même des régimes militaires et qui comment dirais-je, ont une certaine stratégie d'information, de la disponibilité de l'information qui diffère un peu de la façon dont les régimes démocratiques donnent accès à l'information. Et donc, du coup, la difficulté aujourd'hui, c'est que même un simple sujet qui n'a même pas une connotation politique, qui n'a même pas une connotation sécuritaire, les personnes qui sont censées mettre cette information à la disposition des journalistes refusent de le faire, pas peur de représailles. Et donc, la véritable difficulté des journalistes aujourd'hui, c'est d'accéder aux sources d'information, notamment aux sources d'information publiques. Et là, ça rend leur travail beaucoup plus difficile. L'autre chose aussi, c'est que les journalistes qui vont dans des régions, aujourd'hui, on a beaucoup de zones rouges et tout. Et donc, la situation sécuritaire fait qu'on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus à qui faire confiance. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les journalistes même ont du mal à collecter certaines informations dans des milieux, je vais dire dans des milieux ruraux. Et donc, du coup, ça complexifie davantage le travail des journalistes. Et donc, il faut dire qu'aujourd'hui, le défi, c'est véritablement travailler à ce que les journalistes puissent avoir libre accès aux sources d'information pour pouvoir faire le travail. Parce que de toutes les façons, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, les journalistes ont leur rôle à jouer pour que nos pays puissent sortir de cette situation dans laquelle nous sommes. Si on ne laisse pas les journalistes faire leur travail convenablement, eh ben, je pense qu'on est en train de sauter une étape dans la résolution de nos problèmes. De toutes les façons, aujourd'hui, on est confronté en masse à la diffusion des fake news. Et moi, je constate que c'est maintenant les gouvernants ou bien les pages Facebook des administrations publiques qui publient des communiqués pour dire que telle information est fausse, telle information est une fake news et tout. Alors qu'en réalité, ce n'est pas leur rôle. C'est le rôle des journalistes de pouvoir détecter les fake news et de pouvoir sensibiliser la population par rapport à ces fake news. Maintenant, si ces administrations publiques ne laissent pas les journalistes faire leur travail, ils vont se retrouver ils risquent de se retrouver dans un engrenage où il leur reviendra à chaque fois de démentir les fausses informations. Et à un moment donné, on va tomber en fait dans une sorte de cercle vicieux où des individus qui sont malveillants vont toujours chercher à nuire, à faire circuler de fausses informations. Et les journalistes qui sont censés donner la bonne information n'ont plus aussi la possibilité de faire leur travail. Et donc, du coup, ça casse la dynamique de la circulation de la bonne information, de l'intégrité de l'information. Et ça peut avoir des conséquences sur la gouvernance, ça peut avoir des conséquences sur la stabilité d'un pays. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes journaliste, il vous faut 3 compétences de base pour être un journaliste qui répond aux exigences de notre époque. La première exigence, c'est la maîtrise de tout ce qui est data journalisme. Les journalistes aujourd'hui qui sortent des écoles de formation doivent maîtriser la collecte, le traitement et la visualisation des données. Aujourd'hui, les écoles de formation, oui, font des efforts là-dessus, mais il est difficile aujourd'hui de prendre un étudiant qui a fini une formation en journalisme qui soit en mesure véritablement de faire un travail de qualité en matière de data journalisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, nous sommes dans un monde purement digitalisé et donc, du coup, un journaliste qui sort d'une école de formation doit maîtriser les outils les outils open source intelligence, les outils OSINT comme on le dit. Donc,
le journaliste qui sort d'une école de formation aujourd'hui doit maîtriser des outils pour faire de l'investigation numérique. Comment est-ce qu'on peut collecter des informations dans des bases de données ouvertes? Et donc, ça, aujourd'hui, ça fait partie des comment on appelle, des compétences de base pour un journaliste professionnel. Et le dernier point, c'est les outils de fact-checking, les outils et les techniques de fact-checking. Aujourd'hui, un journaliste doit maîtriser les outils de fact-checking parce que les fake news font partie du quotidien de nos espaces médiatiques. Donc, un journaliste doit maîtriser les outils de fact-checking. Aujourd'hui, le fact-checking ne doit pas être réservé à un groupe de personnes. Tous les journalistes doivent pouvoir être des fact-checkers. Alors qu'aujourd'hui, les écoles de formation n'offrent pas véritablement de formation adaptée pour des journalistes en formation sur ces différentes thématiques. Et donc, du coup, pour répondre à votre question, je pense que oui, les écoles de formation, les offres de formation dans les écoles de journalisme doivent être revues pour répondre aux exigences de notre époque. Notre époque est purement digitalisée. Les journalistes ont besoin de maîtriser les outils pour faire du journalisme à l'ère du numérique. Les journalistes ont besoin des outils, des compétences pour faire du data journalisme. Les journalistes ont besoin des outils et des compétences pour faire, comment on appelle, de l'OSINT, pour faire de fact-checking et tout. Et donc, du coup, moi, je pense que les offres de formation dans les écoles du journalisme, je ne dis pas que c'est mauvais, tout ce qui est fait dans les écoles de journalisme sont... tout ce qui est fait est mauvais, non, mais il faut que ces offres de formation soient revues afin que les journalistes qui sortent de nos écoles de formation puissent vraiment répondre et comment on appelle, aux exigences de notre époque. Sinon, la triste réalité, c'est quoi? Aujourd'hui, quand un journaliste sort d'une école de formation, la seule chose qu'il sait faire, c'est un compte rendu d'activité. Il ne peut pas vous écrire une chronique, il ne peut pas vous faire une analyse, il ne peut pas faire de l'investigation. Les reportages, ils peuvent le faire, mais véritablement, il faut qu'ils soient vraiment coachés. Et donc, du coup, il faut former des gens pendant 3 ans pour qu'ils sortent avec des comptes rendus d'activité. Alors moi, je pense qu'il y a véritablement un problème qu'il faut corriger. Alors, l'autre sujet important sur lequel il faut peut-être revenir, c'est l'utilisation des outils de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de faire, comment on appelle, une éruption dans le monde des médias. Et il faut que les journalistes aussi s'adaptent à cette révolution technologique. Alors, je ne dis pas qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle pour écrire des articles, non. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. Mais l'objectif, c'est d'utiliser les outils d'intelligence artificielle pour améliorer le travail du journaliste. Alors, si un journaliste, par exemple, pour écrire, par exemple, un sujet ou pour analyser, par exemple, un document, il doit prendre peut-être une demi-journée pour analyser un document ou bien un rapport de 120 pages. Avec l'intelligence artificielle, le journaliste peut analyser le même rapport en quelques minutes. Et là, ça lui donne un gain de temps et ça peut l'amener à accroître sa productivité. Alors, on a tous suivi, comment on appelle, les enquêtes sur les Panama Papers et tout, qui sont des centaines de documents qui ont fuité des cabinets offshore. Alors, cette enquête a été réalisée grâce à l'intelligence artificielle. C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est l'intelligence artificielle qui a justement permis de trouver des correspondances entre les différents documents pour pouvoir savoir qui est impliqué dans quoi dans ces différents cabinets offshore. Alors, si vous avez bien suivi les enquêtes sur les Panama Papers, c'est que c'est des documents qui ont fuité de différents cabinets et avec l'intelligence artificielle, une fois que tous ces documents ont été numérisés, l'intelligence artificielle a permis de savoir combien de fois le nom d'une personne est répété dans tous ces documents qui ont fuité de ces plateformes. Alors, humainement, on peut le faire, sauf que comme c'est des centaines de milliers de documents, ça va prendre un temps fou pour pouvoir trouver toutes ces correspondances. Mais avec l'intelligence artificielle, en quelques clics, on peut voir que tel individu, son nom se retrouve dans une dizaine de documents, dans tout le lot de documents qui a fuité de ces cabinets offshore. Donc, ça, par exemple, c'est les avantages que l'intelligence artificielle offre aujourd'hui aux journalistes pour pouvoir faire un travail de qualité et aller très vite. Donc, il faut que les journalistes aujourd'hui s'approprient des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir analyser des documents. Il faut que les journalistes s'approprient des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir faire de la production audiovisuelle. Toujours est-il qu'il faut respecter les règles de déontologie et d'éthique qui régissent notre métier de journaliste. Si on utilise l'intelligence artificielle pour produire du contenu de presse, ou bien si l'intelligence artificielle a joué un rôle
dans la production du contenu de presse, on doit avoir l'honnêteté intellectuelle pour dire que oui, l'intelligence artificielle a joué un rôle dans la production de telle enquête, dans la production de tel contenu de presse. On ne doit pas tromper la vigilance des lecteurs ou même des téléspectateurs sur le rôle qu'a joué l'intelligence artificielle dans notre travail de journaliste. Et donc ça, il va falloir qu'on fasse trop de transparence là-dessus. Et ça, c'est vraiment ce qu'on nous demande. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, l'intelligence artificielle joue un rôle super important dans l'univers médiatique. Et donc, du coup, il est important que les journalistes s'approprient ces outils.